Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-François Copé. Bonjour. Bonjour. Maire de Meaux, et vous me disiez pendant le générique, ancien ministre du budget, mais on va parler que de ça aujourd'hui. Ah, bah, j'espère bien. Et ça, c'était pas prévu, mais je vous fais réagir là sur ce qui vient d'être dit juste avant. Vous avez écouté dans la Oui. coulisse, j'imagine, Oui. ces logiciels antifraude, ces algorithmes qui sont là pour détecter en amont d'éventuelles fraudes des particuliers, des entreprises. Vous en pensez quoi? Ça rapporte pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est inéluctable pour... Oui, de toute façon, je vais vous dire, ce qui est inéluctable, c'est que dès lors que l'intelligence artificielle permet, grâce à des algorithmes, de toucher toute la sphère de la vie humaine, on est parti pour avoir, dans tous les domaines, y compris celui-là, des bonnes et des mauvaises surprises. Après, tout est l'usage qu'on en fera, et c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure à juste raison. S'il s'agit de traquer des fraudes massives, bien sûr. S'il s'agit en revanche de harceler le contribuable, c'est tout l'inverse de la philosophie que j'ai défendue lorsque j'étais ministre du Budget, en créant une charte du contribuable qui imposait que l'administration fiscale soit courtoise et ne présume pas en permanence la mauvaise foi à l'égard des contribuables. Bon, un petit mot parce que ça a suscité la polémique, on ne va pas rester 3 heures dessus, cette petite phrase quand même qui a fait parler celle du président Macron, qui a fait la leçon, vous avez vu, il y a les images là ce week-end lors des Journées du patrimoine à l'Élysée, un chômeur horticulteur en lui affirmant que, c'est pas le boulot qui manquait dans l'hôtellerie et la restauration. Le type, le chômeur, il est quand même horticulteur, hein. Et que le président pourrait traverser la rue pour lui trouver du travail. Dire à un horticulteur qu'il pourrait être plongeur dans un resto, vous en pensez quoi? Je pense que sur le fond, ce qui est vrai, c'est qu'on peut toujours effectivement avoir le maximum de mobilité pour trouver des boulots. Le problème, c'est la forme. En fait, ça manquait simplement de bienveillance. On peut parler franchement avec les gens, mais je pense qu'il faut le faire avec bienveillance. Et ça m'a plutôt donné le sentiment d'être une nouvelle expression de l'inexpérience du président de la République. Vous savez, il a été élu brillamment en quelques semaines, en fait, à la faveur d'un concours de circonstances unique, mais il y a un prix à payer. C'est qu'il n'a pas derrière lui l'expérience qu'un certain nombre d'entre nous avons, d'avoir été maire pendant des années, et ainsi de prendre la mesure concrète de ce que c'est pour des millions de Français, d'avoir du mal à trouver un boulot. Et donc on ne peut pas simplement casser, comme dirait l'autre, on ne peut pas simplement casser en disant « t'as qu'à trouver, t'as qu'à traverser la rue ». Non, on peut dire la même chose de manière positive et bienveillante. C'est intéressant. Dans le fond, il a raison. Il y a un problème aujourd'hui. 300 000 emplois non pourvus, des secteurs qui sont en tension. Oui. Donc dans le mais fond, regardez, oui, sauf que ce qui compte, c'est pas simplement d'avoir raison de manière je sais tout. Et Dieu sait si on me l'a suffisamment reproché pour que je puisse vous dire que dans ce domaine-là, j'ai un peu réfléchi à tout ça. Je pense que ce qui compte, c'est surtout de partager le doute, les interrogations de celui qui est en recherche d'emploi, en lui disant d'une autre manière, peut-être que vous pourriez réfléchir avant de trouver un boulot dans le métier que vous aimez, parce qu'il n'y en a pas tout de suite, à trouver autre chose dans l'immédiat, et Dieu sait si dans d'autres domaines comme celui qu'il a cité, il y a de quoi faire, et quitte ensuite à revenir sur le vôtre. En fait, cette manière un peu souple et pragmatique de dire les choses de façon bienveillante. Il a dû prendre des gants, c'est ça? C'est ce que vous leur reprochez quelque part? Enfin, je ne sais pas, je dis simplement que c'est un état d'esprit. On peut dire les choses gentiment. Et en France, on a un peu trop tendance à casser tout de suite. Et je pense que ça, il faut en sortir. Soyons positifs. Bon. Le président Macron qui a finalement désavoué Christophe Castaner, le patron du parti majoritaire, La République En Marche, en excluant toute réforme du droit des successions. On a compris qu'en creux, c'était comme une augmentation de taux qui était derrière en filigrane. Il a raison, le président, c'est un sujet qui est explosif, qui est impopulaire. Il ne fallait pas y aller, quoi. Évidemment. Mais au-delà de ça, moi, je suis un peu inquiet parce que moi, je fais partie des gens qui sont de droite, mais qui considérons que il faut absolument que Emmanuel Macron réussisse pour l'intérêt de la France. Bon. Sachant que tout ce qu'il aura fait, quand il sera parti, donc ça ne sera plus à faire. Bon. Le problème, c'est que depuis ces dernières semaines, ça patine dans tous les sens. L'impression qu'il a perdu la maîtrise de la barre du bateau France. Et ça, c'est quand même très préoccupant. Alors ça se traduit comment? D'abord, ça se traduit par une certaine désinvolture dans l'expression, on l'a vu. Une certaine légèreté dans la gestion de crise, même si celles-ci ont été un peu exagérées. Je pense à l'histoire de Benalla. Ouais. Bon. Mais on voit bien qu'il n'a pas maîtrisé du tout la communication de tout cela, alors qu'il aurait fallu couper court à des rumeurs qui n'avaient pas de sens. Bon. Ensuite, sur le fond, c'est quand même... l'agenda, il est très vide aujourd'hui. On attendait qu'il poursuive... Plan pauvreté, réforme de la santé aujourd'hui, oui, les retraites l'année prochaine. Vous êtes dur, là, non? Oui, sauf que vous avez tout dit vous-même. Il faut faire la liste de tout ce qui est reporté.
Vous parlez des retraites l'année prochaine. C'était prévu, ça n'a pas Oui. été reporté pour le coup. Le plan pauvreté, j'attends de voir comment il va être financé, parce que là, c'est des dépenses publiques nouvelles. Or, le problème, c'est qu'il a balayé d'un revers de main toute action en faveur des banlieues. Or, c'est là que se concentrent les plus grandes difficultés aujourd'hui en France. Et de l'autre, nous le voyons énumérer des mesures dont nous ne savons absolument pas qui va les payer. Donc, si c'est un effet d'annonce qui n'est pas suivi d'effet, ça se prétend un virage de gauche. Bon, comme si il n'y avait qu'à gauche qu'on avait une vision sociale des choses, et puis dans le même temps, on risque de rien voir du tout. Et dans le même temps, je constate des augmentations d'impôts quand même très fortes pour les ménages, quand même des reports de baisse d'impôts pour les entreprises. Vous avez vu les annonces de Bruno Le Maire les 4 sur points de baisse le report des baisses de charges sociales. de janvier à octobre. Ouais, plus ce qui va être reporté en 2019 par rapport au CICE. Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Non, le CICE Alors n'est pas là-dessus, reporté, le CICE sera bien au 1er janvier. le CICE Sera bien transformé en baisse de charge au 1er janvier. C'est les 4 points de baisse de charge patronale pour les bas salaires qui seront reportés. de 9 mois. Voilà. Ensuite, l'autre sujet, c'est oui, mais il y a une partie qui était censée compenser le CICE. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a une partie qui était censée compenser la suppression du CICE. N'alourdissons pas là-dessus, mais l'autre sujet, c'est que dans le même temps, on joue avec le feu sur les droits de succession et puis sur la redevance télé. Ça commence à faire beaucoup. Ça a été refermé tout ça. Oui, enfin, excusez-moi, ça donne quand même un sentiment de très grand désordre, surtout si on sait que par ailleurs, la CSG a été un désastre du point de vue du pouvoir d'achat de très nombreux Français. C'était une erreur de politique économique. C'était une erreur de politique économique que d'augmenter la CSG one shot et de baisser les cotisations en 2 fois. Et puis il y a le quasi-gel, encore une fois, des pensions de retraite, mais ça d'autres l'ont fait avant. C'est une énorme erreur de politique économique. Moi, je plaide depuis des années, je l'ai écrit dans mon livre Le Sursaut français, pour que la baisse des charges sociales, qui est une exigence, soit compensée par une hausse de la TVA et non pas de la CSG. Pour une raison très simple, c'est que la TVA, c'est un impôt à assiette extrêmement large qui porte en réalité sur la consommation. Et donc, on sait que dans le contexte de très faible inflation que nous connaissons, il n'y aurait pas eu de conséquences inflationnistes. L'inflation qui se redresse un petit peu, vous avez vu. Comment ? L'inflation qui se redresse. On tend vers le 2%, on n'est plus à 0 aujourd'hui. Oui, d'accord, enfin, restons calmes. Oui, on reste calme. Franchement, pour avoir, comme vous, sans doute connu des périodes où on avait des taux d'inflation qui étaient beaucoup plus élevés, là, tout ça est relativement maîtrisé. Il faut continuer d'être vigilant. Mais une augmentation du taux de la TVA de 1 ou 2 points pour compenser les baisses de charges sociales eût été infiniment meilleur du point de vue économique. Ça aurait aussi quand même pénalisé la consommation, on va se mentir. Non, je suis formel là-dessus. Ça aurait même fait mieux que ça, car ça aurait, dans le même temps, amélioré la compétitivité des entreprises françaises par rapport aux entreprises étrangères qui, aujourd'hui, ne payent pas les charges sociales françaises, mais qui auraient payé la TVA en France. Il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui, Opinionway, pour Les Échos et Radio Classique, qui montre que la priorité économique du gouvernement, selon les Français, c'est quoi ? C'est la baisse des impôts oui, je l'ai vu, pour les ménages. Oh, c'est une surprise. Mais est-ce que le compte y est avec ce gouvernement ? Parce que la promesse, c'est 1 point de baisse de la pression fiscale, 1 point, c'est 20 milliards d'euros sur le quinquennat. C'est surtout que c'est mal parti, parce qu'en fait, quand vous faites là déjà le bilan de cette année, c'est pas beaucoup 1 point. 1 point, c'est pas beaucoup. Non mais à supposer que ce soit tenu d'ailleurs. Oui, mais regardez, moi lorsque j'étais ministre du budget, nous avions un taux de prélèvement obligatoire qui était de l'ordre de 42,5%. On est à 45 aujourd'hui. On est à 45%. Nous avons un taux de dépenses publiques sur PIB qui a encore augmenté. Nous sommes maintenant proches de 100% de dette publique sur PIB. Nous étions à 63 lorsque j'étais ministre du budget. On voit ça partout dans le monde. On voit ça partout dans le monde. C'est pas spécifique à la France. Pas cela. En dehors de l'Allemagne. Oui. Vous ne prenez pas toujours le meilleur élève non plus. Je ne suis pas obligé de prendre le plus mauvais non plus. Excusez-moi. L'Allemagne, ce n'est pas les Bermudes. L'Allemagne, c'est le pays qui est voisin du nôtre, qui en réalité les États-Unis ont 100% de déficit de dette publique aussi. Oui, sauf que les États-Unis, ils ont une grande force, c'est qu'ils ont une liberté totale d'émission monétaire. Bon, chez nous, c'est heureusement d'ailleurs un peu plus contrôlé. Mais vous ne pouvez pas comparer avec les États-Unis. Moi, je compare la France et l'Allemagne. Et de ce point de vue, je suis désolé de vous dire que nous ne sommes pas le bon élève. L'Allemagne est aujourd'hui à l'équilibre budgétaire. Ça fait un petit moment qu'elle l'est déjà. Oui, alors qu'elle a subi une récession économique au moment de la crise 2008-2009, 2 fois plus importante. Ils étaient à -4 en 2008, -4 en 2009, là nous étions à -2. Exactement. Bon, ça ne fait pas la même histoire. Et pourtant, à l'heure où nous nous parlons, ils ont l'équilibre budgétaire, l'excédent commercial et une dette publique à 75%. C'est le gros échec aujourd'hui du président Macron, justement, la maîtrise de la dépense publique. Les dépenses qui vont augmenter encore de 25 milliards d'euros en 2019. Après 20 milliards en 2018, donc accélération. Le gros échec, il est là. Le problème n'est pas pris à bras-le-corps par le président. Je pense qu'il faut... Vous savez, l'économie, c'est une matière qui est passionnante, mais qui part d'un principe fondamental, c'est
les anticipations des agents économiques. Il faut que les ménages, les investisseurs, les entrepreneurs sachent exactement ce que dans les 3, 4, 5 ans qui viennent, les choses vont être du point de vue fiscal. Or, l'incertitude, les coûts d'essuie-glace, tout ça crée évidemment vous n'avez pas une situation très difficile. Le PFU, le prélèvement forfaitaire unique à 30%, l'IS qui va à 25%, l'ISF recentré. Pardon, mais je voulais que je vous dise, vous en avez rêvé, c'est lui qui l'a fait. Mais j'ai tout approuvé, moi. Donc, vous savez, je suis très libre aujourd'hui. Je n'ai pas de responsabilité politique nationale, donc je m'exprime de manière extrêmement détendue par rapport à tout ça. Et j'ai été un de ceux qui ont dit, au début du quinquennat, c'est le président de droite qu'on n'attendait plus. Donc c'est vous dire, j'étais complètement sur cette ligne. Simplement, ce que je constate depuis ces dernières semaines, c'est que les visiteurs du soir, visiblement, ont été suffisamment influents pour lui dire « Ouh là 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 là, il faut vite faire un coup de barre à gauche ». Et donc là où on était au départ sur l'idée de dire « on transcende et on incarne le parti de gouvernement par rapport au parti populiste », je vois aujourd'hui une espèce de balance, là, d'un côté, de l'autre. En même temps, il y avait une promesse aussi de libéraliser l'économie, de baisser les impôts, et une promesse sociale qu'il est en train de tenir peut-être aussi. Sauf que je suis désolé, pour moi, le vrai sujet, il ne peut pas être celui-là. Le vrai sujet… Mais il n'est pas celui-là si d'ailleurs la dépense publique n'est pas contenue. D'accord. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut cibler les baisses d'impôts. Je pense que quand on a un pays qui est surfiscalisé, le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous de baisse des impôts et des charges, des entreprises d'abord, des particuliers ensuite. Autour du SMIC, il n'y a plus grand-chose en termes de charges aujourd'hui. Avec ce qui va être fait l'an prochain, différé de 9 mois, vous avez raison, il ne restera plus beaucoup de charges patronales autour du SMIC, vous le savez. Mais il n'y a pas que le SMIC dans la vie. Il n'y a pas que le SMIC dans la vie, vous l'avez dit. Il y a tous les autres revenus des classes moyennes qui se trouvent aujourd'hui dans une situation d'étranglement. Mais il y a aussi autre chose sur laquelle je veux absolument insister auprès de vous. La baisse des charges, des impôts, des entreprises, le fait de créer des conditions propices à l'attractivité des investissements en France, c'est ça qui fait ce qu'on appelle une politique de l'offre. C'est ça qui fait que les gens vont produire en France. Sinon, on va continuer de voir les vagues de délocalisation. Mais il y a une première année qui était complètement sur ce message. Et voilà qu'à la fin de cette première année, on a l'impression que ça flotte. Or, pour les investisseurs étrangers, ce sentiment que la France pourrait à nouveau flotter, hésiter, repartir sur des dérives interventionnistes, va créer une confusion qui est très mauvaise pour l'avenir, surtout dans une période où, du fait de quelques mesures mal fixées, notamment la hausse de la CSG, on a une croissance plus faible que prévu, parce que la consommation, elle a pâti immédiatement. Ouais, et automatiquement, d'ailleurs, les dernières prévisions de la Banque de France ne sont pas rassurantes, vous avez vu, 1,6% pour cette année, pour 2019 et pour 2020. Ça veut dire que quelque part, la politique du président que vous avez approuvée sur la première année ne porte pas ses fruits. Et je pense qu'il faut faire attention à ça. En même temps, il faut se méfier des prévisions. Moi, je sais que quand j'étais en charge, elles n'étaient jamais bonnes. Mais par rapport à la réalité. Mais ça, voilà, ça donne en tout cas un baromètre. Moi, ce qui me paraît le plus important surtout, c'est de ne pas changer de cap. Et le problème, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui que ça part un petit peu, ça s'effiloche. Regardez sur le plan régalien, le fait que Gérard Collomb annonce, mais comme ça, qu'il part dans 9 mois. Donc ça veut dire que… Pour se présenter à Lyon. Oui, il part, c'est son droit. Mais c'est surtout que de partir dans 9 mois, c'est-à-dire que pendant 9 mois, on n'a plus de ministre de l'Intérieur en vérité. Parce que tout ce qu'il décidera, on dira, de toute façon, on s'en fiche, il s'en va. Bon, donc ça va discréditer cette partie de l'action publique qui est absolument majeure. Dans le même temps, vous voyez des annonces et des contre-annonces fiscales qui insécurisent les acteurs économiques, que ce soit les ménages ou les entreprises, et le tout dans une ambiance générale où on aurait besoin d'une vision et d'un cap. Par exemple, en matière d'intelligence artificielle, on a un président de la République qui, après avoir dit un certain nombre de choses, est redevenu silencieux. En matière de sujets plus anxiogènes, notamment en Europe, je pense à la question de l'immigration, on a un président de la République qui hésite. Sur la laïcité, il est devenu totalement silencieux. Mais attention, ce sont des sujets sur lesquels vont se nourrir les extrémistes. Moi, je vois dans ma famille politique, à droite, un certain nombre de gens qui dérivent sérieusement vers l'extrême droite. Pensez à qui Alors Wauquiez ? Malheureusement, la liste est longue. Mais dans le même temps, un certain nombre d'entre nous qui disent « Oh là là, nous, on est un parti de gouvernement. On est là pour préparer l'alternance de gouvernement. » C'est-à-dire de gens qui, en fait, agissent, pas de gens qui jouent sur les peurs des gens, qui agissent et qui décident. Dites-moi, ça fait quand même une sacrée différence. Cette rentrée, elle est vraiment compliquée, effectivement, pour le chef de l'État, avec une popularité, vous avez vu, qui était au plus bas. Il réussit le tour de force d'être au plus bas que François Hollande au même moment de son mandat. Est-ce qu'il est menacé d'une forme de, comme François Hollande, de banalisation et peut-être après, derrière, une forme d'impuissance politique? Il a entamé largement son crédit politique pour mener à bien
de nouvelles réformes, notamment les retraites? Vous savez, moi j'ai maintenant une certaine expérience de l'action publique, parce que quand on a accompagné deux présidents de la République dans des quinquennats difficiles, qu'on a été à un autre moment chef de l'opposition, on voit bien comment s'articulent les foulées longues dans la Ve République. En fait, un quinquennat, c'est un compte à rebours. Ouais. On ne va pas de l'année 1 à l'année 5, on va de l'année 5 à l'année 1. Et donc, tout ce qui n'est pas été fait la première année, c'est très difficile de le faire après. La Banque mondiale, ça va étayer d'ailleurs votre propos pour les dîners en ville, la Banque mondiale a prouvé que 85% des réformes économiques sont mises en œuvre les 15 premiers mois d'un gouvernement, ce qui n'est pas rassurant, quelque part. Si je peux me permettre cette petite remarque de forme, il n'y a pas que dans les dîners en ville que ces choses-là sont abordées, elles le sont partout. Tous les Français, où qu'ils se trouvent, sont parfaitement conscients qu'il y a là aujourd'hui une vraie difficulté au niveau de l'exécutif, tout simplement parce qu'on a aujourd'hui un président de la République qui est seul, qui est isolé, qui est entouré d'une équipe, certainement très diplômée, mais qui n'a jamais vu un Français dans la difficulté, qui n'a jamais vu la misère dans certains de nos quartiers, comme je peux le voir moi comme maire de Meaux, qui n'a jamais vu les angoisses liées à la violence, à la drogue, à l'islamisme radical, qui cherche des perspectives. Et donc aujourd'hui, il y a besoin absolument d'avoir un certain nombre de responsables d'expérience qui viennent parler au président de la République, qui, si j'ose dire, n'a que 40 ans. C'est horrible ce que je dis. C'est merveilleux la jeunesse, moi qui en ai un peu plus. Mais je dis, il faut justement compenser cette jeunesse par l'expérience de ceux qui ont vu, qui ont entendu, qui ont compris, qui peuvent partager. Mais pour ça, il ne faut pas fermer les écoutilles. Il ne faut pas se braquer dès que quelqu'un vient faire une critique. Quand je vois qu'aujourd'hui, on vire systématiquement les députés de la majorité qui ne sont pas d'accord, mais je me pince. Ça n'existe pas dans une démocratie moderne. Au contraire, il faut laisser faire le débat. Quand on pense tous la même chose, c'est qu'on ne pense plus, c'est ça? Surtout quand on a renoncé à sa liberté de penser, parce que le vrai sujet, il est là. Et comme en plus, on a commis cette erreur folle d'interdire aux maires d'être députés, les députés d'aujourd'hui sont totalement hors sol. D'ailleurs, dans leur circonscription, personne ne les connaît, personne ne les sollicite. C'est les maires qui comptent dans la République. C'est eux qu'on vient voir pour des problèmes de logement, d'emploi, de violence, de difficultés. Et donc, on a coupé encore plus le lien entre les uns et les autres. Ouais. Et quelque part, c'est intéressant parce que vous avez accompagné le président, vous l'avez dit, Jean-François Copé, mais quand vous voyez, je fais le lien avec aussi vos anciennes fonctions de ministre du Budget, quand on vous voyait comme ça, cette bonne vieille méthode du rabot, c'est ce qu'on a vu là pour boucler les fins de mois, pour boucler le budget, contenir, maîtriser la dépense publique, on rabote un peu sur le gel des pensions des retraités, sur les aides aux entreprises, sur les APL. Finalement, Emmanuel Macron fait comme du François Hollande, comme du Nicolas Sarkozy, comme vous quand vous étiez aux manettes? Non. Non, justement, d'ailleurs, peut-être vous souvenez-vous qu'avec Dominique de Villepin à l'époque, on avait clairement dit qu'on assumerait qu'il n'y aurait pas de rabot et qu'on n'était pas dans cette logique de raboter, mais plutôt de choisir. Et c'est ce que j'avais fait, et c'est la raison pour laquelle, avec mon ami Thierry Breton, on avait présenté 2 budgets successifs, et exécutés comme tels d'ailleurs, dans lesquels on baissait la dépense, on baissait les impôts, on baissait le déficit et on baissait la dette. C'était juste avant la crise. C'était juste avant la crise. Oui. Rappelez-vous, 2006. C'était 2005, 2006, 2007. On avait plus de 2% de croissance. Oui, mais l'environnement était meilleur aussi. Vous savez, quand vous me dites c'est avant la crise, sans doute, mais elle a bon dos la crise, hein, parce que je vous parlais de Merkel tout à l'heure, elle a eu 2 fois pire. Et ils ont remis tout à l'équilibre. Donc il faut arrêter de mettre sur le dos de la crise tous les malheurs qui soient. C'était il y a 10 ans. Depuis, il y a des pays qui se sont modernisés. Donc moi, je suis tout à fait contre cette logique du rabot et je préfère de loin des réflexions sur des gains de productivité pour l'État. Regardez, je prends un exemple tout bête, la fonction publique. Ouais. Il faut assumer un jour qu'on mette la fin de l'emploi à vie dans la fonction publique pour les nouveaux entrants. On ne peut plus continuer d'avoir l'emploi à vie. Pas pour ceux qui sont là, mais au moins pour les nouveaux entrants. Ce qui est fait pour la SNCF d'ailleurs. Ce qui est fait pour la SNCF et qu'il faut généraliser. Qui n'a jamais été fait par aucun président. Il a fait plus en un an que plusieurs présidents sur plusieurs mandats. Enfin, écoutez, ce qui en compte, termes c'est la fin. En termes d'économie. Ah bah, non, malheureusement, on aurait aimé qu'il fasse plus de baisse de dépenses publiques. Il a été un peu dispendieux. Mais il y a eu 2-3 réformes de structure que j'ai approuvées, bien sûr. Ouais. Dont on ne voit pas encore les résultats maintenant. D'où le doute peut-être des Français, justement, sur sa capacité à vraiment transformer, à produire du résultat dans la vie quotidienne des Français. Le doute des Français, il n'est pas là. Le doute des Français, il est qu'au départ, on a vu un plan de charge et qu'au bout d'un an, on a l'impression que ça cafouille parce qu'il n'y a plus de plan de charge. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'il aurait mieux valu qu'au lieu de faire une ordonnance sur le Code du travail, il en fasse 15, tout de suite, sur tous les grands sujets. C'était votre projet d'ailleurs. C'était mon projet, que les 3 premiers mois, on ait pris les 15 décisions et que les 5 années soient dédiées à les appliquer, à les évaluer et à faire en sorte qu'on progresse dans la réforme. Merci Jean-François Copé pour ces commentaires. Jean-François Copé qui était donc votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, maire de Meaux et ancien ministre du Budget. Merci. Au revoir.